Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Comment prouver que je suis gay ? C'est la question que se pose chaque demandeur d'asile persécuté dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et qui invoque ce motif pour obtenir le statut de réfugié en Europe. Les persécutions liées à l'orientation sexuelle sont reconnues comme motif d'octroi du statut de réfugié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés depuis 2000, mais d'un pays d'Europe à l'autre, les critères d'octroi de ce statut sont différents et surtout, il s'agit pour le demandeur d'asile de prouver non pas qu'il subit des persécutions ou violences, mais surtout de prouver qu'il ou elle est bien homosexuel. Comment prouve-t-on que l'on est gay lorsqu'il en va de sa survie ? C'est une question que l'on va aborder avec notre invité ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et cet invité, c'est Ahmed Hamila. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Montréal, co-directeur de la Clinique Mauve. Donc la Clinique Mauve, c'est un laboratoire social et de recherche consacré aux enjeux liés aux sexualités, au genre et aux migrations. Et vous venez de publier un livre aux éditions de l'ULB qui s'intitule « Sortir du placard, entrer en Europe, la fabrique des réfugiés LGBTI en Belgique, en France et au Royaume-Uni ». Alors, en fait, vous le dites dans ce livre, il y a une vraie particularité des demandes d'asile liées au genre et à l'orientation sexuelle. Qu'est-ce qui fait cette particularité ? Est-ce que c'est justement ce que je disais en introduction, le fait que dans le processus, on va peut-être plus s'intéresser à qui est la personne qu'aux persécutions qu'elle aurait subies ? C'est exactement ça. Et en fait, c'était le point d'entrée de ma recherche. Pour toutes les demandes d'asile, l'idée, c'est de voir comment est-ce que d'évaluer les persécutions que ces personnes ont subies dans leur pays d'origine. Et les officiers de protection, quand ils traitent ces demandes, l'idée, c'est d'une part d'évaluer si ces persécutions sont réelles et d'autre part de voir dans quelle mesure est-ce que ce type de persécution répondent aux conditions de la Convention de Genève, qui est la norme internationale qui régit le droit des réfugiés. Pour les demandeurs d'asile qui invoquent des persécutions du fait de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, le processus est différent. On se focalise beaucoup moins sur les persécutions, le type de persécution, mais on essaye d'évaluer dans quelle mesure est-ce que ces personnes sont réellement homosexuelles ou pas. Et donc, c'était de là que je suis parti dans ma recherche pour voir, mais dans les faits, il n'y a aucune manière de déterminer si une personne est homosexuelle ou pas, à part l'auto-identification de cette personne. Et donc, je me suis plongé pour voir comment faisaient finalement les administrations d'asile pour établir l'homosexualité de ces individus. Oui, parce qu'on le voit, vous l'expliquez aussi dans le livre, par moments, certains vont être considérés comme trop gays, on les accuse de surjouer, d'autres sont considérés comme pas assez gays, donc là on dit, on les juge pas crédibles. Du coup, c'est aussi un positionnement difficile pour les demandeurs d'asile qui ne savent pas très bien comment se comporter, quoi dire, ne pas dire. C'est exactement ça. J'avais le cas, et quand je fais ma présentation, quand je présente le livre, j'en parle parce que j'ai cité 2 articles de presse. Du cas, c'était en Autriche. Donc, 2 articles de presse la même année où finalement, on avait un article où on disait qu'un réfugié se faisait refuser parce qu'il était trop gay, enfin, qui surjouerait soi-disant son homosexualité, donc trop efféminé. Et de l'autre, on disait, il n'était pas assez gay dans ses réponses, il se comportait pas assez comme une personne gay. Et donc, c'était intéressant de voir, mais comment est-ce que, du coup, on démontre qu'on est une personne gay s'il y a ces injonctions de part et d'autre auxquelles ces individus font face? Oui, et puis on voit aussi que, du coup, on transpose une forme de norme occidentale de ce que devrait être l'homosexualité, par exemple. C'est ça que j'explique dans le livre. J'explique que quand les juges ou les officiers de protection traitent ces demandes d'asile, bien évidemment, eux, ils s'appuient sur leur connaissance de ce que, selon eux, et une personne LGBTQ. Et évidemment, ces personnes sont socialisées, vivent en Belgique, en France, en Angleterre. Donc, leur référence est des personnes LGBTQ+, en France, en Belgique ou en Angleterre. Mais évidemment, un gay en Belgique ne vit pas exactement de la même manière qu'un gay en Tunisie ou qu'un gay au Sénégal. Donc, si on prend ces critères d'un gay en Belgique pour évaluer le récit et la crédibilité d'un gay en Tunisie ou au Sénégal, là, ça pose des problèmes parce qu'on va toujours trouver que cette personne, elle n'est pas assez crédible à nos yeux. Oui, avec... d'ailleurs, c'est le titre du livre, vous dites « Sortir du placard, entrer en Europe », parce que vous dites aussi que, en gros, on oblige les personnes demandeuses d'asile à sortir du placard, à affirmer leur homosexualité ou leur transidentité, pour pouvoir entrer en Europe, pour pouvoir obtenir un statut, ils vont vraiment devoir se dévoiler, c'est ça? Ça, c'est un gros enjeu parce qu'il y a ce qu'on appelle cette injonction à la sortie du placard ou cette injonction au coming out, où on demande à des personnes qui finalement, peut-être pendant plusieurs années,
ont dû rester discrètes sur cet aspect de leurs identités. Et d'un coup, là, on leur dit, il faut que vous nous expliquiez, que vous sortiez de ce placard pour que vous paraissiez crédibles à nos yeux en tant que personnes LGBT. Et quand on évalue ces demandes, les gens ne sont pas conscients à qu'est-ce que ça demande comme processus pour une personne qui, pendant plusieurs années, justement, soit par choix, soit s'est imposée à décider de rester justement dans le placard. Et là, d'un coup, il faut qu'elle sorte de ce placard-là. Oui, et surtout qu'il y a un moment, effectivement, vous disiez, si ces personnes ont pu survivre peut-être dans leur pays d'origine parce qu'elles sont restées silencieuses, Exactement. Parce qu'elles sont restées justement très discrètes. Exactement. Ouais. Alors, on va entendre dans un instant peut-être des cas concrets et de voir effectivement comment ces entretiens sont préparés. Mais je voulais peut-être revenir de nouveau sur le titre. Le titre principal, donc, c'est Sortir du placard, entrer en Europe. Et le sous-titre, c'est La fabrique des réfugiés LGBTI en Belgique, en France, au Royaume-Uni. Pourquoi ce mot fabrique ? Pourquoi utiliser ce terme de fabrique comme si c'était quelque chose d'artificiel ? Vous estimez que c'est artificiel ? Non, en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, quand je dis fabrique, et ça je l'indique explicitement, c'est pas de dire que les réfugiés LGBTQ+, sont une catégorie nouvelle. Mais ce que je veux essayer de démontrer, c'est que finalement, la manière dont on catégorise les contours de cette catégorie-là n'ont rien de naturel. Ces contours-là sont socialement construits et en fonction des pays, et c'est ce que je démontre, ils sont construits de différentes manières. Même si on utilise le vocable ou le concept de réfugiés LGBTI dans les 3 pays, finalement, ce qu'on entend par réfugiés LGBTI diffère d'un pays à l'autre, y compris dans ces 3 pays qu'on pourrait se dire, notamment, il y a une certaine proximité culturelle, sociale, etc. Et donc, ce que j'essaye de démontrer à travers ce terme de fabrique, c'est démontrer que c'est un processus et que ce processus dépend d'acteurs en interaction. Dans le cadre de ce livre-là, je m'intéresse à 3 catégories d'acteurs, donc les acteurs judiciaires, les acteurs administratifs et les acteurs associatifs. Et c'est finalement les interactions entre ces acteurs-là qui vont mener à la fabrique de cette catégorie-là. Oui, alors du coup, on va s'intéresser justement à ces 3 pays. Donc peut-être juste pourquoi ces 3-là ? Parce que vous disiez justement qu'ils étaient proches culturellement, mais qu'en fait, au final, les pratiques sont différentes ? Initialement, c'était ça. Initialement, c'était de me dire, et surtout que, à l'époque, quand j'avais commencé mes recherches, le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Union européenne aussi. Donc à l'époque, c'était de dire que 3 pays qui font partie du régime d'asile européen commun, parce que comme vous le savez, on a cette politique européenne qui fait en sorte que normalement le traitement des demandes d'asile est harmonisé au sein des États membres de l'Union européenne. Et on se rendait compte que dans les pratiques, et ça, il y a un rapport notamment qui avait été publié en 2011 qui s'appelle Fleeing Homophobia, qui démontrait que pour le traitement des demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, les pratiques étaient très différentes d'un pays à l'autre. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant de voir 3 pays qui sont soumis à la même norme européenne, qui, comme je le disais, sont quand même proches et qui ont des racines historiques communes aussi, notamment quand on parle de la Belgique et de la France. Et qu'on se rend compte que toutefois, malgré ça et malgré ces points communs, pour ce qui est du traitement des demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle, c'est fait de manière différente et je me suis posé la question pourquoi. Et c'était aussi le point d'entrée aussi de ma recherche. Commençons par la Belgique, on est en Belgique, donc commençons par elle. La Belgique, ça a été un des premiers pays en fait à reconnaître cette catégorie de réfugiés en se basant sur des valeurs de solidarité, solidarité avec des personnes qui sont du coup persécutées liées à leur orientation sexuelle. Oui, c'est ce que j'explique, c'est que donc en Belgique avec les Pays-Bas, mais les Pays-Bas n'étaient pas un des cas que j'étudiais, mais parmi les 3 pays que j'étudiais, évidemment, effectivement, la Belgique, c'était l'un des premiers pays dès les années 90 où on commence à voir émerger des enjeux liés aux demandes d'asile, liés à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et très rapidement, en fait, au début, la Belgique, c'est moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 90, où il n'y avait pas beaucoup de demandes, il y en avait une dizaine, la Belgique était relativement ouverte sur ces enjeux-là. Et comment ça s'explique ? Ce que j'explique, c'est que finalement, ça s'inscrit dans la continuité des consultations qu'il y avait eu en 1995 à Beijing sur justement les droits liés aux femmes. Et il y avait toutes ces discussions autour des violences sexuelles à l'endroit des femmes initialement. Et c'est comme ça que finalement, à travers cette question des violences sexuelles à l'endroit des femmes et dans quelle mesure est-ce que ça peut rentrer dans la Convention de Genève, on a élargi aux minorités sexuelles. Donc c'est ça que j'explique et c'est spécifique au cas belge par rapport à la France et au Royaume-Uni. C'est qu'en Belgique,
Belgique, ça a vraiment été une continuité de la question des persécutions liées au genre, où là, on a essayé d'élargir et on appelait ça à l'époque les persécutions liées à l'appartenance sexuelle qui incluait à la fois les persécutions liées au genre envers les femmes et les persécutions liées aux minorités sexuelles. La Belgique, oui, le tissu associatif aussi a joué un rôle important. Et puis, vous citez un exemple de l'affaire du Queen Boat, qui a eu un impact aussi sur l'opinion publique. Alors, ce Queen Boat, c'est 52 hommes qui avaient été arrêtés le 11 mai 2001 à bord d'une boîte de nuit gay, qui est donc appelée le Queen Boat et qui était amarrée sur le Nil au Caire en Égypte. Donc, ils ont été condamnés pour débauche invétérée, comportement obscène, mépris de la religion. Et c'est quelque chose qui a marqué beaucoup, notamment en Belgique, où le tissu associatif s'est mobilisé pour défendre du coup les droits des personnes LGBTQI à l'étranger. Oui, en fait, une des premières associations en Belgique, qui est une association Wish, qui s'appelait Wish, a été créée suite à cette affaire du Queen Boat en 2001, où en fait c'était des amis qui étaient impliqués dans les mouvements LGBTQ en Belgique et qui se sont dit il faut qu'on réagisse par rapport à ça. Et donc c'est là qu'ils ont décidé un peu de monter le Queen Boat et de commencer à faire du plaidoyer un peu sur le modèle d'Amnesty International pour dire aux autorités belges, on se doit de réagir par rapport à ça. Et donc petit à petit, cette association, initialement, c'était plus une association qui faisait du plaidoyer, de solidarité internationale, justement. C'est pour ça aussi que je qualifie le cas belge comme un cas de solidarité internationale. Et très rapidement, ils ont été reconnus un peu comme l'association qui avait cette expertise-là. Et donc, le CGRA, au début, notamment au sein du CGRA, l'unité qui est en charge de la recherche sur les pays d'origine, parce qu'il y a toujours une unité qui recherche quelle est la situation dans les pays d'origine pour pouvoir aider les officiers de protection à traiter les demandes d'asile. Donc, c'était ces associations-là qui avaient cette expertise-là et c'est comme ça qu'ils se sont fait un peu reconnaître. Après, petit à petit, quand les associations LGBT qui avaient moins d'expertise sur ces questions faisaient face à ce type de cas, les renvoyer aussi vers Wish. Donc, c'est un peu comme ça que les choses ont commencé. Alors, aujourd'hui, quel regard vous portez sur la manière dont ça se passe, justement, aujourd'hui, à l'époque actuelle, en 2025, en Belgique, on estime qu'on a une des politiques d'asile les plus dures qu'ait connue la Belgique depuis peut-être toujours. En tout cas, le gouvernement fédéral estime vraiment qu'il veut faire une politique beaucoup plus dure, qu'il y a eu un appel d'air. Et c'est vrai que même dans votre livre, vous dites à un moment, effectivement, vu la politique progressiste de la Belgique sur la question des droits LGBTQI+, sur le fait qu'il y ait l'autorisation des mariages homosexuels, il y a un moment, ça a été considéré comme un appel d'air. Du coup, quel regard vous portez sur ce qui se passe maintenant ? En fait, ça a très, très vite évolué. Comme je le disais, fin 90, début 2000, il y avait une très grande ouverture. Et à partir des années 2010, on voyait déjà un tournant sur la manière dont ces enjeux-là étaient traités. Donc, on a vu d'une part une volonté de justement résorber ce qu'on considérait comme étant un appel d'air. On disait le fait que la Belgique a cette réputation progressiste envers les personnes LGBTQ, ça faisait en sorte que les gens venaient. Et c'était lié aussi au nombre de demandes d'asile, parce qu'au début, milieu des années 90, fin des années 90, on parle d'une dizaine de demandes. Et très vite, en quelques années, on est passé à plusieurs milliers. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu ce tournant-là, où très vite, on a commencé à se dire il faut qu'on fasse, même si on regarde les rapports du CGRA, qui sont accessibles à tout le monde, on peut voir que je pense que c'était jusqu'à 2007 ou 2008, il y avait une section spécifique liée ou d'expliquer concrètement en lien avec les demandes d'asile liées au genre et à l'orientation sexuelle. Et à partir de 2007, cette section disparaît. Donc ça en dit beaucoup sur comment est-ce qu'il y a un tournant, ne serait-ce qu'en lisant finalement ces rapports-là. Ces rapports. Et du coup, on a fait un focus sur la Belgique. Vous faites aussi un focus sur la France. La France où, là, c'est vraiment... autant au niveau belge, il y a cette notion de solidarité qui est sortie assez vite. Ça a été mis assez vite, cette reconnaissance des réfugiés LGBTQIA+. En France, il a fallu passer par des procédures plus juridiques. Et vous dites aussi dans le livre que très vite, on va vraiment
s'accentuer sur la visibilité sociale, sur la manière dont on se présente en tant que personne homosexuelle. Oui, en France, c'est un cas complètement différent. Effectivement, il y a eu d'abord un débat juridique sur est-ce que les personnes qui invoquent des demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle, est-ce qu'elles font partie du critère appartenance à un certain groupe social? Parce que dans la Convention de Genève, on a 5 critères selon lesquels on peut obtenir le statut de réfugié. Et un de ces critères-là est l'appartenance à un certain groupe social, qui est souvent le critère invoqué par les personnes LGBT pour obtenir l'asile. Et donc, pendant près d'une décennie, entre le Conseil d'État et le CNDA, qui était la Cour d'appel en France, on n'était pas d'accord sur est-ce que ces personnes se qualifient ou se qualifient pas. Une fois que cet enjeu a été réglé, et notamment qu'on a reconnu, le Conseil d'État a reconnu que les personnes LGBTQ qui invoquent l'asile en France peuvent invoquer ce critère d'appartenance à un certain groupe social. Là, c'est là qu'on a commencé, cet enjeu a commencé à émerger, notamment au sein de l'OFPRA, qui est l'administration en charge du traitement de demandes d'asile, donc autour des années 2010-2013. Mais en France, au Royaume-Uni, peut-être encore plus rapidement, il y a cette question de... au niveau de suspicion, on se dit, on met de toute façon en doute sur le récit de la personne. Oui, et le récit, il y a toujours un doute, comme je l'ai dit, parce que la focalisation et sur l'homosexualité de la personne plutôt que sur les types de persécutions. Et donc, encore une fois, on revient à ce qu'on se disait au début, ça fait en sorte que les personnes, concrètement, à part dire « je suis une personne gay », elles ont aucune preuve objective de démontrer ou de prouver leur homosexualité. Mais si les administrations continuent d'attendre ces preuves-là, c'est sûr qu'il va toujours avoir une remise en question de leur crédibilité. Alors, je vous propose qu'on écoute un extrait du documentaire « J'y suis, j'en reste ». Il est réalisé par Marine Place et produit par les Docs du Nord. Alors, c'est un documentaire qui s'intéresse au centre LGBTQIA+ de Lille, qui accueille depuis plusieurs années des personnes qui ont fui leur pays suite à des persécutions homophobes ou transphobes. Et donc, il y a une équipe de bénévoles qui les aide à trouver les mots justes, justement pour obtenir le droit d'asile. On va entendre ici un extrait d'un entretien préparatoire entre une demandeuse d'asile et l'équipe du centre. Mais tu y repenses régulièrement? Non, heureusement. D'origine, je suis une personne qui met des choses négatives à côté, normalement. D'accord. Et tu es préparé à ce qu'à l'OFPRA, par contre, il va falloir raconter? Oui. Tu sais, oui. c'est le jour où justement il faut tout sortir à nouveau. En fait, là, c'est des entraînements. Oui. Il faut accepter de replonger dedans, quoi. Oui, c'est ça. Parfois, j'évite, mais bon, il faut. La fluidité qu'on a pu avoir en discutant la fois dernière, ce sera passé à l'OFPRA. Ça veut dire ça veut dire que tu vois, là où parfois il y a des personnes avec qui c'est peut-être plus simple de parler, de raconter, de te confier ou de te sentir vulnérable. Oui. Là, l'OFPRA, c'est quand même une personne qui est en face de toi, qui va taper tout ce que tu dis, qui va pas toujours te regarder, qui est dans un cadre un peu austère, tu vois, c'est stressant. Oui. Et malgré tout, il faut réussir à trouver cette sincérité-là dans le récit. D'accord. Est-ce qu'il y a des mots que tu as du mal à dire parce que c'est choquant pour toi ou ça te fait honte ou des choses comme ça? C'était le pire, c'est le viol. Oui. C'est ça en fait parfois j'ai la sensation d'être dégoûtée de moi-même. Ça me dégoûte. Après, c'est... Oui. Tu vois, à l'OFPRA, il faudra le dire au moins une fois. D'accord. Et même leur expliquer ce que tu viens d'expliquer là. Ce qui te permet par la suite de ne pas toujours répéter les mêmes mots. On peut leur dire qu'on est stressé ou bien... Bien sûr, tu expliques ta propre vie. Donc c'est normal que ça te mette dans des émotions intimes et entièrement personnelles. Il n'y a que toi qui peux ressentir ces émotions. Oui. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, j'ai pas de preuves. Et en fait, je sais pas comment je... concrètement, est-ce que demain, tu peux aller en Tunisie avec Gwen? Non. Et pourquoi? Parce que c'est interdit, parce qu'on ne sera pas en sécurité. Ça peut arriver des choses graves. Si tu vas voir la police, par exemple, pour dire... non, j'ai été... je suis harcelée en tant que lesbienne. Qu'est-ce qu'elle va dire, la police? Ils vont m'arrêter, ils vont me cracher dessus, ils vont me traiter, ils vont... Voilà.
peut-être aller faire des trucs Oui, bien sûr. d'harcèlement sexuel. Ils sont comme ça. Ils vont être violents. Oui. Donc faire appel aux autorités du pays, ça te mettrait encore plus en danger. Oui. Alors, on a entendu cet extrait où on voit effectivement qu'il y a cette préparation et on le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que cette difficulté peut-être de dire certains mots, cette obligation de à la fois dire qui on est et aussi en même temps de parler quand même des persécutions. Elle dit par exemple ici dans l'extrait que si elle va voir la police, elle risque des représailles de la police elle-même. Donc, on voit, j'ai l'impression à travers cet extrait un petit peu la manière dont on les prépare en disant il faut que vous parliez de vous, un peu des persécutions, mais aussi de vous quand même. Et je pense que le rôle de ces associations est vraiment essentiel parce que ces personnes-là sont confrontées et elles ne savent pas à quoi elles vont être confrontées concrètement. Donc le fait de leur dire c'est comme ça que ça va se passer, c'est ces éléments-là dont il faut parler, etc., ça aide beaucoup ces personnes-là qui, pour certaines, c'est la première fois qu'elles en parlent. Et d'autant plus que là, elles en parlent à quelqu'un qu'elles ont rencontré depuis 5 minutes, quand elles sont devant un officier ou une officière de protection de l'OFPRA, de rencontrer cette personne depuis 5 minutes. Et là, elles doivent leur raconter les tragédies qui font qu'elles ont dû quitter leur pays d'origine pour venir. Et dans ce cas-là, c'était en France. Donc, je trouve que le rôle de ces associations est vraiment essentiel. Oui. Un rôle vital, mais est-ce que parfois, du coup, le risque, c'est peut-être de reproduire aussi certains stéréotypes, certaines manières de présenter l'homosexualité, par exemple, de façon assez stéréotypée pour entrer dans le moule? Non, c'est sûr qu'il y a toujours ce risque-là. Tout le monde peut reproduire des stéréotypes dans sa manière d'aborder ces enjeux-là. Donc, l'important, c'est quand même que justement les membres des associations qui soutiennent les personnes LGBT, les personnes demandeuses d'asile LGBT, qu'elles soient conscientes de ces enjeux-là pour justement pas reproduire, pour justement pas retomber dans des cadres ethnocentrés ou occidentalocentrés. Donc la formation est toujours nécessaire, mais malgré ces enjeux-là, si on arrive à travailler dessus, je pense que le rôle de ces associations-là reste essentiel. Dans votre livre, vous faites le lien entre cette fabrique des réfugiés LGBTI et les concepts de démocratie sexuelle, mais aussi d'homonationalisme. Alors, j'avais envie de revenir là-dessus parce que c'est peut-être des choses qui sont plus théoriques et moins connues du grand public. Mais alors, déjà, peut-être ce concept d'homonationalisme, comment vous le définiriez? Donc, l'homonationalisme, concrètement, c'est comment est-ce que plusieurs pays en Occident, donc ça peut être des pays en Europe, ça peut être en Amérique du Nord, ont intégré les enjeux liés au genre, aux sexualités, dans la construction de leur identité nationale. Donc, c'est dire que comment est-ce que ça fait partie des valeurs intrinsèques aux valeurs de notre pays. Et c'est intéressant de penser ça comme ça, parce que des pays qui encore quelques décennies criminalisaient quand même l'homosexualité. Je parle notamment du Canada où je suis basé, où je vis maintenant, mais également plusieurs pays en Europe continuent encore il n'y a pas longtemps à criminaliser. Quand on parle du mariage entre personnes de même sexe, c'est quand même, on parle pas de 50 ans en arrière, et donc là c'est intéressant que tous ces pays-là d'un coup se disent l'homosexualité c'est une des valeurs intrinsèques de nos valeurs, de notre culture, etc. Et en fait, ce concept d'homonationalisme qui a été développé par Jasper Spoir, qui dit qu'en fait, cette stratégie-là, c'est juste pour se distinguer d'autres pays qui criminalisent les relations entre personnes de même sexe. Donc, c'est pas tant une stratégie pour être plus ouvert ou plus progressiste envers les minorités sexuelles, mais c'est davantage une manière de se distinguer et créer une dichotomie entre, d'une part, les pays ouverts et, d'autre part, des pays soi-disant plus arriérés parce qu'ils criminalisent les relations entre personnes de même sexe, sans rappeler que la plupart de ces législations-là, quand je parle notamment en Afrique, au Maghreb, etc., la plupart de ces législations-là, en fait, avaient été importées pendant la période coloniale. Donc, c'est des pays comme la France, comme le Royaume-Uni,
qui avait en fait mis ces lois qui criminalisent l'orientation sexuelle. Et après la colonisation, donc à la période de décolonisation, ces lois sont restées. Mais ça, on ne le rappelle pas quand on parle de justement, quand on dit que ça fait maintenant partie de nos valeurs intrinsèques. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est devenu une forme de marqueur de supériorité. Nous sommes tolérants envers les personnes LGBTQIA+, et regardez, eux ne le sont pas. En fait, Exactement. Et en même temps, on le sait aussi, les règles en matière d'accueil, de migration se durcissent de plus en plus en Europe. Donc là, pareil, on a un double discours. Pareil, je pense qu'il y a une tension ici entre, d'une part, le discours et la manière dont ces pays veulent se présenter comme des pays progressistes pour les droits LGBT, et d'autre part les pratiques, parce que dans les faits, et il y a plusieurs études qui le montrent, dans les faits, c'est très compliqué d'obtenir l'asile en Europe, y compris pour les personnes qui demandent l'asile sur base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Donc c'est important de justement voir un peu cette dichotomie qui existe entre les discours et les pratiques pour être conscient des différences qui existent entre les deux. Mais du coup, quelles seraient pour vous les recommandations? Parce que vous l'avez dit, il y a des règles qui sont très différentes dans la Belgique, la France, le Royaume-Uni. On a moins creusé le Royaume-Uni, mais il y a des règles vraiment très différentes. Les critères ne sont pas les mêmes. Du coup, la préparation aussi des demandeurs d'asile n'est pas la même. Ils peuvent, du coup, légitimement être un peu perdus. Quelles seraient pour vous les recommandations à faire à ces pays en matière d'accueil et spécifiquement d'accueil des demandeurs d'asile LGBTQIA+. Mais je pense qu'un des éléments fondamentaux, c'est de justement ne plus se focaliser sur l'homosexualité de la personne et de traiter ces demandes d'asile-là comme les autres demandes d'asile en se focalisant sur le type de persécution que ces personnes ont vécu, plutôt que d'essayer de déterminer est-ce que cette personne est réellement homosexuelle ou pas. Ça, c'est un premier élément qui, je pense, est fondamental. Le deuxième élément, c'est également former les officiers, les officières de protection, les juges, pour justement sortir de ces visions plus ethnocentrées, occidentalocentrées. Justement, des formations, des guides pour justement que ces personnes-là, quand elles évaluent ce type de dossier, elles ne s'appuient pas sur leur conception de comment est-ce que en Occident les personnes LGBTQ sont socialisées, par exemple. Ça serait deux éléments. Et un troisième élément, je pense, qui est quand même important, parce que souvent, les personnes LGBT, bien évidemment, elles vont être plus à l'aise avec des associations, parce que c'est des associations où c'est des personnes qui leur ressemblent, c'est des personnes qui sont là pour les soutenir. Donc, il est important, je pense, de créer des liens aussi entre les administrations, les juridictions et les associations, parce qu'ils ont une expertise de terrain que les administrations et les juridictions n'auront jamais. Donc, au lieu de s'opposer ou d'être deux parties qui ne travaillent pas ensemble, je pense que c'est important que tous ces acteurs-là travaillent ensemble pour avoir un meilleur système d'asile et qui protège plus les personnes persécutées. Oui, c'est vrai qu'on parlait de la Belgique où le tissu associatif avait joué un grand rôle au départ, mais où finalement aujourd'hui, il est beaucoup moins écouté, entendu, consulté sur ces questions-là. Oui, c'est exactement ça, et c'est lié à ce tournant justement anti-immigration qui est vrai en Belgique, mais qui est vrai en Europe et qui est vrai dans la plupart des pays occidentaux actuellement, malheureusement. Et peut-être juste une dernière question qui sort peut-être juste du cadre du livre, mais vous l'avez dit, vous vivez au Canada, vous faites des recherches aujourd'hui sur ces questions au Canada. Est-ce qu'on est quelle est finalement la position du Canada sur cette question des réfugiés LGBTQIA+. Donc le Canada, c'est un cas intéressant parce que en fait, c'est l'un des premiers pays au monde à avoir reconnu les persécutions liées à l'orientation sexuelle et l'identité en tant que motif d'octroi du statut de réfugié. C'était en 1993, dans un arrêt de 1993. Mais malgré ça, il y avait quand même des enjeux, notamment sur l'établissement de la crédibilité. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait pour justement, il y a un guide qui a été créé avec les associations pour justement faire en sorte qu'on traite ces demandes de manière appropriée. Il y a un travail qui est fait en profondeur, mais ça ne veut pas dire que tout est rose, justement. On a encore des enjeux très, 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 très importants qui se posent dans le traitement des demandes d'asile. Donc, je pense qu'il y a encore, dans le cas du Canada, comme dans le cas de la Belgique, il y a encore cet enjeu où dans le discours, on a aussi cette image du Canada comme
comme un pays progressiste pour les droits LGBT, etc. Mais ce qu'on voit, et surtout de plus en plus, je mène mes recherches auprès des personnes LGBTQ migrantes, je fais des entretiens avec elles, on voit qu'elles font face à une série d'enjeux, à une série de discriminations qui, malgré cette image positive, fait en sorte qu'elles continuent de vivre des difficultés. Alors, donc je rappelle le titre de votre livre, Ahmed Amila, Sortir du placard, entrer en Europe, la fabrique des réfugiés LGBTI en Belgique, en France et au Royaume-Uni. C'est publié aux éditions de l'Université de Bruxelles. Alors, c'est un livre qui est très riche parce qu'à la fois, il y a beaucoup de références scientifiques, théoriques, mais il y a aussi des témoignages. Donc, je ne l'avais pas encore dit, mais c'est vrai que vous avez fait, je pense, plus de 80 entretiens. Et donc, c'est augmenté par ces témoignages et donc c'est très intéressant à lire. Donc Sortir du placard, entrer en Europe. Merci beaucoup Ahmed Amila et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous. Merci.